Ce qui suit est une transcription du rapport du professeur brésilien, João de Freitas Guimarães, sur son voyage en soucoupe volante, dans la nuit du 16 juin 1956. Le professeur Guimarães se souvient qu'il s'était rendu dans la municipalité de San Sebastião, dans l'état de São Paulo, au Brésil, dans le cadre de ses activités d'avocat militaire. Il avait trouvé le palais de justice déjà fermé, était allé dîner, et par habitude, s'était promené le long de la baie vers 19h15. Le ciel était couvert, sombre, et il n'y avait pas de lune. Ne trouvant pas de banc, il s'assit sur le sable, les mains sur les genoux, et regarda la mer très sombre. Soudain, il vit l'eau s'éclaircir, dans le détroit qui sépare l'île de Bela, de San Sebastião. Un jet d'eau surgit, ce qui lui fit penser à une baleine. Mais il s'aperçut rapidement qu'il s'agissait d'une embarcation ventrue, qui se dirigeait vers la baie. Lorsqu'elle fut arrivée, elle éjeta une sorte d'ancre, formée d'une corde avec des sphères. Deux hommes sortirent de l'appareil, et se dirigèrent vers lui. C'étaient deux êtres humains, ou du moins ils en avaient l'air. Il avoue avoir été très inquiet. Il vit clairement qu'ils étaient assez grands, plus d'1,75 m, qu'ils avaient la peau claire, et qu'ils portaient de beaux et longs cheveux blonds. Ils portaient une sorte de combinaison verte qui se fermait aux poignets, au cou et aux chevilles. Leurs yeux étaient clairs, et leurs regards éveillés. Ils ne parlaient aucune des langues que Guimarães essayait de communiquer avec eux. Mais ils l'invitèrent télépathiquement à monter à bord. Au total, il y avait 3 membres d'équipage. Ils l'emmenèrent hors de l'atmosphère terrestre. À son retour, il constata que sa montre s'était arrêtée, et il n'était donc pas sûr de la durée du voyage, mais il pense que c'était en tout 40 minutes. Après le long voyage, il rentra à l'hôtel, et eut envie de raconter son expérience à tout le monde. Il pensait que les équipages de ces appareils menaient des recherches sur les habitants de notre planète. Il avait l'impression qu'ils voulaient nous mettre en garde contre les dangers qui menaçaient l'humanité. Selon eux, le comportement humain est presque sauvage. L'homme n'est parfaitement bon, mais à cause de ses conditions d'existence il dégénère. 6 mois plus tard il en parla, avec un juge de São Paulo, le docteur Alberto Franco, et avec un avocat de cette capitale, le docteur Nilsson, qui tous deux accordèrent une grande crédibilité à son expérience. Arthur Ernest Bryant, originaire de Scorriton, dans le comté anglais du Devon, est l'un de ces hommes qui a une histoire à raconter. Il affirme que le 24 avril 1965, un grand objet ressemblant à une soucoupe lui est apparu, planant à 1 mètre du sol, au-dessus d'un champ près de chez lui, et qu'une porte dans la soucoupe s'était ouverte pour révéler 3 personnages vêtus de ce qui ressemblait à des combinaisons de plongée et à des casques. Brian dit que l'un des 3 lui avait fait signe avec les 2 bras tendus, et il s'était approché de l'OVNI. Alors que je m'approchais, ils ont commencé à enlever leurs casques, et je les ai regardés avec stupéfaction. 2 d'entre eux avaient un front extrêmement haut. Leurs traits étaient fins, d'un jaune verdâtre, et ils n'avaient aucune pilosité faciale. Les sourcils et les cils étaient clairs et fins. Et les cheveux plus longs que les nôtres étaient blonds. Le nez était court, et les yeux très bleus. La 3e personne avait une apparence normale. Rien ne la distinguait, de vous ou de moi. Il avait des cheveux bruns courts, des yeux bruns très foncés, et semblait être un jeune homme âgé de 14 à 15 ans. Tous les 3 portaient des costumes de couleur argentée. Brian déclara que le jeune homme semblait être le chef du groupe. Et lorsqu'on lui demanda quelles étaient les origines du trio, il répondit « Nous venons de Vénus ».
Brian dit qu'il avait été invité à entrer dans le vaisseau pour le connaître. Il n'y avait aucun meuble, à l'exception d'une sorte de canapé, et d'une sorte d'écran de télévision avec des lumières colorées. Brian avait vu les extraterrestres pour la dernière fois, après avoir quitté le vaisseau spatial. Ils avaient remis leur casque, et se tenaient dans l'embrasure de la porte, en faisant des signes d'adieu. Puis la porte s'était refermée. L'OVNI était monté à une hauteur de 4 mètres et disparu. Il y a aussi le cas d'une lettre reçue par João Martins, chercheur brésilien, qui écrivait sur les ovnis dans la revue « Au Cruzeiro », le 14 mai 1958. Il relatait le cas suivant, au Brésil. Je m'appelle Anasia Maria, j'ai 37 ans, et je vis actuellement à Rio de Janeiro, au Brésil. J'ai travaillé jusqu'en décembre 1957 chez Monsieur X, mon ancien employeur. Sa fille avait un cancer de l'estomac, elle souffrait terriblement. Et j'ai été engagé comme femme de ménage, et surtout pour m'occuper de la jeune mademoiselle Laïs. Elle avait subi toutes sortes de traitements. Mais les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir. En août 1957, mon employeur a emmené toute la famille dans une petite ferme qu'il possédait près de Petropolis, espérant que le beau temps améliorerait le sort de sa fille. Mais les jours ont passé, et il n'y a eu aucun changement. Elle ne pouvait pas manger, la douleur était insupportable, et il fallait lui injecter de la morphine en permanence. Dans la nuit du 25 octobre, mademoiselle Laïs souffrait atrocement. Les injections n'avaient aucun effet, et nous pensions qu'elle allait mourir. Soudain, une lumière puissante est apparue du côté droit de la ferme. C'était comme si on avait braqué un projecteur dans la pièce. Le fils de mon employeur avait couru à la fenêtre, et avait vu la soucoupe. Elle n'était pas très grande, et le sommet était entouré d'un halo rougeâtre. Soudain, une sorte de panneau automatique s'était ouvert, et 2 petites silhouettes en étaient descendues. Elles se dirigèrent vers la maison, tandis qu'une autre restait sur le seuil de la porte de l'appareil. Les 2 êtres étaient entrés dans la maison. Ils mesuraient environ 1,20 m de haut. Les cheveux blonds étaient longs, et atteignaient les épaules. Les yeux petits et bridés, comme ceux des Asiatiques, mais de couleur verte très accentuée. Ils s'étaient approchés du lit de Laïs, et les êtres avaient commencé par éclairer le ventre de la jeune fille avec un petit instrument. L'opération avait duré une demi-heure. Avant de partir, les êtres lui avaient donné un médicament qu'elle devait prendre pendant 1 mois. Mademoiselle Laïs guérit bien avant 1 mois, et le médecin de l'hôpital avait constaté que le cancer avait disparu. Ils avaient seulement utilisé un instrument semblable à une torche de poche, qui émettait des rayons qui ont éliminé le cancer, sauvant ainsi la jeune fille. Ces êtres ont fait beaucoup de choses similaires aux habitants de notre planète, pour prouver que nous ne devrions pas les craindre. Après avoir sauvé la jeune fille cette nuit-là, ils sont retournés dans la soucoupe, et sont partis pour de bon. Dans la petite ville américaine de Socorro, au Nouveau-Mexique, le 24 avril 1964, un objet ovoïde métallique à surface lisse avait été observé traversant le ciel, au-dessus d'une route vers 5 heures de l'après-midi. Plusieurs personnes dans une voiture avaient pu le voir descendre derrière une colline. Un officier de police, qui suivait une autre voiture à grande vitesse dans son véhicule, est entré en scène. Lorsqu'il a vu l'avion tomber, tout près d'un entrepôt de dynamite, il a décidé d'arrêter la poursuite de la voiture qu'il suivait. Après tout, il s'agissait juste de lui donner une contravention pour excès de vitesse. À environ 150 mètres de l'endroit où l'objet était arrêté, le policier a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une voiture, mais d'un véhicule ovoïde.
disposé horizontalement avec des jambes en guise de train d'atterrissage. Il perçoit à ses côtés 2 silhouettes humanoïdes, vêtues de combinaisons moulantes et de petite taille, comme s'il s'agissait d'enfants. Alors qu'il observait ces êtres, à ce moment-là, un grondement a repris peu à peu, jusqu'à devenir très fort. Effrayé, il se précipita vers sa voiture, craignant que l'objet n'explose. Et en se retournant, il vit que l'objet s'était levé du sol, émettant une flamme bleutée de sa queue, et qu'il s'éloignait rapidement dans le ciel, en direction du sud-ouest, sans bruit ni flamme. Voici le cas d'un contacté, qui a vu un bolide lumineux traverser le ciel, en direction du volcan Etna, en Italie. Selon son récit, il le poursuivait au sol du mieux qu'il pouvait avec sa petite voiture, lorsqu'il aperçut soudain une lueur à une centaine de mètres, planant à environ 5 mètres au-dessus du sol. Lorsqu'il sort de la voiture, la soucoupe descend encore de quelques mètres, et 2 cosmonautes apparaissent sur un petit escalier. L'un avec un scaphandre, mesurant environ 1,80 m, et l'autre à visage découvert, blond, aux cheveux longs, et aux traits extraordinairement beaux. Ils s'approchèrent et eurent une conversation amicale. Et les 2 êtres répondirent à ces questions, retournant ensuite à l'engin cosmique, dans lequel on pouvait voir d'autres êtres à travers les fenêtres, qui lui faisaient signe de la main. La soucoupe s'éleva verticalement à une vitesse étonnante. Et en quelques secondes, elle était comme une autre étoile dans la voûte céleste. On trouve également le cas de Valiant Thor. Au cours de l'hiver 1957, Harley Andrew Byrd, neveu du contre-amiral Richard Byrd, haut fonctionnaire du Pentagone à Washington DC, et membre du projet Livre Bleu, avec la plus haute habilitation de sécurité, raconte avoir reçu un appel de la police d'Alexandria, Virginie, États-Unis. Selon lui, 2 policiers auraient vu un ovni atterrir dans un champ. Et un grand homme vêtu de bleu en serait sorti, se disant dû au conseil, et se faisant appeler Valiant Thor. Cet homme a été pris en charge et emmené au Pentagone, où il a été présenté au secrétaire adjoint à la Défense, au président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, ainsi qu'au vice-président de l'époque, Richard Nixon. Comme l'a confirmé Harley Byrd, Valiant Thor venait de Vénus, et a passé un certain temps au Pentagone, à parler au président des problèmes du monde, à lui offrir son aide et ses conseils, car ils étaient préoccupés, notamment depuis l'usage des bombes atomiques dans la Seconde Guerre mondiale, et cherchaient à commencer une nouvelle ère de connaissance, de sagesse et de compréhension sur notre planète. En outre, il a déclaré que sa race habitait sous terre, et que de nombreuses planètes dans l'univers abritaient la vie de la même manière. Des proches d'Eisenhower, dont sa petite-fille Laura Eisenhower, ont également assuré que Valiant Thor était un extraterrestre, et que son histoire était authentique.
Il y a aussi l'expérience surprenante du citoyen mexicain, Salvador Villanueva Medina, qui grâce à sa simplicité, a vécu l'expérience incroyable d'avoir voyagé sur la planète Vénus, à la demande de petits hommes vénusiens. Il a consigné son expérience dans une œuvre littéraire connue sous le titre « Je suis allé sur Vénus », qui a été publiée en plusieurs langues. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans ses activités, il a donné des conférences sur son expérience, qui est particulièrement intéressante, en raison de la simplicité et de la variété des détails qu'il donne dans son récit, de ce qu'il a vécu sur Vénus pendant 5 jours. Les petits Vénusiens lui ont montré leur civilisation avancée et leur mode de vie, sur une planète qui n'a qu'une seule patrie. Il y a aussi le cas de l'Américain George Adamski, l'un des plus célèbres contactés, qui a montré d'innombrables photographies d'ovnis dans les années 1940, et qui a été le premier à raconter publiquement qu'en 1952, il avait communiqué avec un être de la planète Vénus, dans le désert de Californie. Il lui a donné le message de cesser d'utiliser des armes nucléaires, pour éviter la destruction de la planète. Bien qu'il soit resté fidèle à son histoire jusqu'à sa mort, et qu'il ait donné de nombreuses conférences sur le sujet, de nombreux scientifiques ont tenté de le discréditer. Il faut aussi parler d'un autre chercheur célèbre du Costa Rica, Enrique Castillo Rincón, qui a expliqué qu'en 1973, alors qu'il se trouvait près d'une lagune, il a entendu un bruit, et que l'endroit s'est illuminé en quelques millisecondes. Il a vu alors apparaître dans le ciel 2 énormes vaisseaux, d'où 2 êtres sont descendus et se sont approchés de lui. Bien qu'il ait ressenti de la peur, il explique qu'il a entendu une voix qui lui a demandé de se calmer, et qu'en le prenant par la main, ils l'ont invité à monter dans le vaisseau. Les êtres communiquèrent par télépathie et firent une purification de son corps. Ces êtres avaient une grande taille, des cheveux blonds, des yeux clairs, avec un nez et une bouche, montrant des traits délicats. C'étaient des êtres revenant des Pléiades, dont il reçut pendant plusieurs années d'incroyables connaissances, l'avertissant des problèmes qui assaillaient la planète Terre. Il y a aussi le cas de l'inventeur et aviateur américain, George Van Tassel, qui a eu plusieurs contacts extraterrestres dans le désert de Mojave, en Californie, États-Unis. Comme il l'a expliqué en août 1953. Il y a vu un engin planant à une dizaine de mètres au-dessus de lui. Des êtres extraterrestres venus de Vénus ont invité Van Tassel à entrer dans leur vaisseau spatial par un rayon antigravité. Lors de sa visite sur le vaisseau, Van Tassel a reçu des instructions pour fabriquer une machine capable de rajeunir les cellules humaines en utilisant l'énergie naturelle présente dans l'atmosphère. Et il a appelé l'appareil Integratron. Van Tassel a financé la construction de l'Integratron, en organisant pendant 23 ans des conventions spatiales sur les ovnis, à Giant Rock, à la frontière de la Californie, auxquelles assistaient des milliers de personnes. Il a également été invité à parler d'une nouvelle science dans de nombreuses universités du pays, et a écrit 6 livres sur les connaissances qu'il a acquises lors de ses expériences hors du monde, avec des extraterrestres. Cependant, en janvier 1978, alors qu'il annonçait que le dispositif était achevé à 90% et qu'il allait le tester lui-même, il est mort 3 mois plus tard, d'une supposée crise cardiaque suspecte. Sa mort a surpris tout le monde, car Van Tassel était une personne en bonne santé, qui ne présentait aucun signe avant-coureur d'une attaque. Et après sa mort, tous ses documents et plans ont été volés. Un autre cas très intéressant est celui de l'ingénieur américain Daniel Fry,
Selon ses déclarations, Fry a été témoin de l'atterrissage d'un ovni, le 4 juillet 1950. Il s'est approché de l'engin et l'a touché, sentant qu'il s'agissait de quelque chose d'inconnu sur Terre. La surface avait la texture douce d'un savon. Et de l'intérieur, il entendit une voix qui lui disait « Ne le touche pas mon ami. Il est encore chaud. Ne t'inquiète pas, tu es entre amis. » Le principal contact du Dr Fry, un être de la planète Vénus nommé Alan, dont le nom vénusien est Valiantor, lui expliqua une grande partie de la physique, impliquée dans la construction et l'utilisation du vaisseau. Et il a compris cela en partie, puisqu'il était lui-même un technicien de l'espace hautement qualifié, qui travaillait au White Sands, auprès du lieu de la rencontre. Les visiteurs essayaient d'aider les Terriens à modifier le cours des événements et à les prévenir d'un holocauste qui semble inévitable. Fry a été informé qu'il devait écrire un livre pour communiquer ce message au peuple de la Terre, ce qu'il a fait consciencieusement. Les diverses rencontres physiques que le pape Jean XXIII a eues avec des êtres extraterrestres retiennent également l'attention. L'une d'entre elles, très particulière et bien documentée, a eu lieu dans la résidence d'été du pape, à Castel Gandolfo, en 1961, 2 ans avant sa mort. Quelqu'un qui avait assisté raconte le suivant. Une nuit de juillet 1961, alors que nous nous promenions dans le jardin, nous avons vu au-dessus de nos têtes un vaisseau de forme ovale, avec des lumières clignotantes bleues et ambre. Il s'agissait d'un objet volant, qui a survolé les têtes du pontife de Rome et de son assistant, puis a atterri sur la pelouse, du côté sud du jardin de la résidence du pape. Un être étrange, aux traits très humains, mais entouré d'une lumière dorée, et doté d'oreilles allongées, est sorti de l'intérieur. Par la suite, le souverain pontife et son assistant s'agenouillèrent. Et sans savoir ce qu'ils voyaient, ils se rendirent compte que cet être n'était pas de ce monde, et qu'il devait s'agir d'un événement céleste. Lorsqu'ils ont fini de prier, ils ont été très surpris de constater que l'étrange homme des étoiles était toujours là, ce qui prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une vision. Immédiatement, le Saint-Père s'est levé et s'est dirigé vers l'énigmatique être stellaire. Ils se sont entretenus pendant 15 à 20 minutes. Puis le cosmonaute s'est retourné vers son vaisseau. Et sans plus de mots, il est parti vers l'espace. De plus, selon l'assistant du pape, il ne lui a jamais parlé de cette expérience, mais seulement du fait qu'à de nombreux moments, lorsque le Saint-Père sortait dans le jardin, l'assistant était sûr qu'il y avait des ovnis dans la zone, car il percevait des lumières clignotantes, confirmant ainsi que le souverain pontife avait eu d'autres contacts avec des êtres venus des étoiles. Quelques années plus tôt déjà, selon le récit de témoins hautement qualifiés, il y a l'expérience du pape Pie XII. Dans les années 1950, dans un rapport rédigé par le cardinal Tedeschini, celui-ci déclare « En une occasion, le souverain pontife était très troublé et ému, comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Et il me l'a confirmé lui-même. Hier j'ai vu un prodige, me dit-il, qui m'a profondément impressionné. C'était le 30 octobre 1950, et alors que je faisais mes promenades habituelles dans les jardins du Vatican, lisant et étudiant quelques documents, je fus surpris par un phénomène que je n'avais pas vu auparavant. Le soleil était encore assez haut, et semblait entouré d'un cercle lumineux, qui ne m'empêchait pas de regarder attentivement l'étoile, sans éprouver de gêne.
L'objet effectuait des mouvements rotatifs et circulaires, se déplaçant de gauche à droite, et vice-versa. Et à l'intérieur de l'objet on pouvait voir des mouvements, comme si des personnes allaient et venaient. J'ai essayé plusieurs fois de revoir le ballon, dans des conditions atmosphériques similaires. Mais je n'ai pas eu de chance, c'était en vain. Je n'ai pas pu le revoir. Au cours de ce voyage dans le temps, nous avons examiné quelques cas intéressants d'observation d'objets volants non identifiés et de personnes qui ont été contactées par des êtres de lumière stellaire au cours de l'histoire. Dans de nombreux cas, ils sont venus d'étoiles et de galaxies lointaines sur notre planète, à travers des portails interdimensionnels, pour délivrer diverses connaissances à l'humanité, par l'intermédiaire de ces personnes contactées. Et maintenant, toujours en relation directe avec ces portails dimensionnels, voyons quelques cas énigmatiques et mystérieux de voyage dans le temps, dont les protagonistes n'auraient jamais imaginé qu'ils pourraient être plongés dans des anomalies temporelles, qui les ont amenés à vivre dans un autre espace-temps de l'histoire. Revenons maintenant à un après-midi ensoleillé, de juillet 1996. Un policier de Liverpool visite Bold Street avec sa femme. Ils ont quelques courses à faire, se rendent donc à la gare centrale et se répartissent les tâches. Carol doit se rendre à la librairie Dillon et Frank dans un magasin, à la recherche d'un CD de musique qu'il souhaite acheter. Tout est absolument normal, alors qu'il marche dans le centre de Liverpool, en Angleterre. Frank ne se rend pas compte que quelque chose autour de lui a changé, en un clin d'œil. Une étrange oasis de calme l'enveloppe soudain. C'est comme si le monde s'était arrêté en moins d'une seconde. Il ne sait pas ce qui se passe. Soudain, une petite camionnette qui semble avoir été fabriquée dans les années 1940 fait irruption sur la scène,
accélérant à proximité d'où il se trouvait, risquant de l'écraser. Frank regarde autour de lui, et remarque quelque chose qui ne colle pas. On dirait la même Bolt Street. Mais à la librairie Dillon, l'enseigne est différente, et il y a écrit Crips. Frank ne se souvient pas qu'elle ait changé de propriétaire, et encore moins de nom. Il traverse la rue, et va jeter un coup d'œil aux vitrines. Il n'y a pas de livres, mais des sacs à main, et des chaussures pour femmes. Frank n'en revient pas de son étonnement, et regarde attentivement s'il ne s'est pas trompé de rue. Mais non, c'est bien Bolt Street. Frank commence à remarquer les passants, l'apparence des hommes et des femmes qui l'entourent. Ils sont tous vêtus de costumes des années 1940, ce n'est pas possible. Soudain près de lui, une jeune fille d'une vingtaine d'années croise son chemin, vêtue d'un t-shirt sans manches de couleur tilleul, et d'un sac d'une marque qui lui est familière. Frank décide de suivre la jeune fille, qui entre dans ce qui était en ce moment un magasin de mode féminine, appelé Crips. Ils le font presque en même temps, et découvrent tous deux que l'intérieur a complètement changé. Plus aucune trace des sacs à main, et des chaussures qui étaient visibles de l'extérieur. Mais y sont les livres et les manuscrits du magasin Dillon, tel qu'il était connu. Tout a changé aussi vite qu'un claquement de doigts. C'est comme si l'espace et le temps s'étaient brisés 2 fois sous son nez. Frank demande à la jeune fille : « Tu as vu ça ? » ?»« Oui, » répond-elle. « Je pensais que c'était un magasin de vêtements. J'allais jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais en fait c'est une librairie. » Frank n'est pas fou, la jeune fille a vécu la même chose que lui. De retour dans la rue, il n'y a plus aucune trace des larges trottoirs, ni des vêtements typiques de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce type de cas a continué à se produire, dans cette même rue de Liverpool au fil des ans, reliant différentes périodes. Et ils sont plus fréquents qu'on ne le pense, comme si à cet endroit précis du monde, une anomalie stable se produisait, une scission de ce que nous appelons la réalité, une rupture de cet éternel présent dans lequel nous vivons. L'étrange phénomène perturbe soudain la dimension temporelle et relie différentes époques au même endroit. Le fait que l'incident implique 2 personnes différentes est très intéressant. Existe-t-il des trous dans l'espace et le temps, disséminés sur la Terre et dans le ciel ? C'est sans doute ce que l'on peut penser, en observant des cas comme celui d'un pilote, prénommé Davis, qui en 1992, avait décollé d'un aérodrome privé de Chester, en Angleterre, aux commandes d'un avion léger. Son objectif était de rejoindre l'aéroport de Liverpool Speak, mais quelque chose l'attendait sur son vol. En chemin, Davis passe devant le quartier de Stamford Bridge et remarque quelque chose d'étrange. Alors qu'il est censé de voir en surface les voitures de la taille d'une fourmi qui circulent sur les routes M53 et M56, il a une véritable surprise. Ces routes ont disparu. Ce n'est pas possible. Davis vérifie son tableau de bord et il n'y a pas d'erreur. Il se trouve à Stamford Bridge, d'après les coordonnées et sa géolocalisation, c'est sûr. Mais il n'y a aucune trace de ces routes. En regardant vers le bas, le pilote totalement intrigué abaisse son avion pour jeter un coup d'œil à la zone. Il veut mieux voir. Ce qu'il voit ne lui est pas familier. À ce moment-là, son cœur manque de s'emballer. On dirait un escadron militaire. Davis attrape les jumelles dans sa petite cabine pour observer plus en détail. Il n'y a rien, que des champs et des maisons basses. Alors qu'il devrait y avoir une ville et des routes. Il ne voit que de l'herbe, une vieille route et cet escadron. Il semble être organisé comme la milice romaine. À sa droite, quelques bâtiments ressemblent aux villas de l'Empire de Jules César. Un épais brouillard de basse altitude,
semble envelopper peu à peu tout l'environnement et commence à obscurcir la visibilité du pilote. L'étrange vapeur s'est formée très rapidement, comme artificiellement, et commence à engloutir l'avion. En sortant du brouillard, Davis retrouve l'autoroute A548, les immeubles gris et les petites voitures. Tout est rentré dans l'ordre, après un pliage de l'espace et du temps. Un étonnant voyage à l'époque des luttes bretonnes et romaines. Le protagoniste est convaincu d'avoir survolé une région de la Grande-Bretagne, occupée par l'Empire romain il y a des milliers d'années. Le plus intéressant dans cette affaire est que la vision du pilote n'est pas complétée par celle des soldats, qui auraient sans doute manifesté leur surprise de voir un singulier oiseau mécanique voler au-dessus de leur tête, ce qui ne s'est pas produit, le témoin se déplaçant de manière invisible aux yeux de l'escadron romain. C'est le phénomène des vortex dans sa forme la plus pure. Une seule personne dans un environnement contrôlé, un brouillard qui commence et termine l'événement, et entre les deux, une vue haute définition d'un environnement qui était physiquement impossible en 1992. Il semble que l'Angleterre soit sujette à ce type d'incident, où l'on voit le passé, mais aussi le futur. Des événements étranges se sont produits entre 1995 et 1997, dans les environs de Runcorn Bridge, ainsi qu'à Liverpool, où différentes personnes ont affirmé avoir observé ce qui semblait être une ville futuriste, à l'endroit où aurait dû se trouver l'aéroport de la ville. Le meilleur cas est celui d'un homme nommé Frank Jones, qui le 5 décembre 1995 se promenait dans le quartier de Hillbank, un endroit relié par la route à l'aéroport. Frank suit son chemin, comme d'habitude, et en moins d'un dixième de seconde toute sa vision est altérée. Ses yeux observent ce qui semble être un port spatial, plutôt qu'un aéroport. D'énormes vaisseaux lenticulaires, avec des lumières rouges et bleues brillent à l'horizon. Des objets volent, décollent et atterrissent. Certains se perdent dans le ciel à grande vitesse. Frank observe la scène et remarque une zone de géométrie circulaire dans le port. C'est de là que ces merveilles flottantes semblent décoller, sans bruit et à la verticale. Il ne peut s'agir de l'aéroport de Liverpool en 1995. Frank regarde plus en détail. Des bâtiments gigantesques. Des constructions titanesques, aux couleurs vives et éclatantes. Une myriade de couleurs. Des mastodontes qui brisent l'horizon, au milieu des vaisseaux spatiaux qui vont et viennent. Un spectacle impressionnant. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce doit être un effet d'optique, se dit-il. Mais il n'en a pas l'air. Il se dirige vers Queensway, de l'autre côté de la rivière Mersey, et perd momentanément de vue le spectacle, en traversant une zone de végétation haute. Et puis lorsqu'il revoit le même espace, tout a disparu, comme si rien ne s'était passé. L'imagination de l'être humain est immense, pourrait-on penser. Le problème est que le lendemain, au moins 3 autres rapports, de 3 témoins différents, ont été mentionnés dans divers programmes de radio locales et dans différents journaux de la ville de Liverpool, racontant la même histoire. Serait-il possible que M. Jones ait accidentellement accédé à une sorte de registre, dans lequel chaque acte, chaque construction de l'humanité, à chaque époque, est enregistrée et immortalisée? Ce qui est étonnant, c'est que le phénomène a été vu par plusieurs témoins, c'est-à-dire qu'il se trouvait à l'endroit même où le phénomène se manifeste dans le spectre visible des yeux humains.
À présent, nous sommes heureux de fêter le 11e anniversaire d'Alcyon Pléiade. Et pour terminer cet intéressant volet, nous avons compilé d'innombrables phénomènes célestes, qui depuis les temps anciens, ont été consignés dans divers textes historiques, et constituent des preuves fiables d'observations devenues réelles, que de nombreux témoins ont pu voir directement. Mais à l'époque, ils ne savaient pas comment les expliquer dans nos termes actuels. En tant qu'objets volants non identifiés, ovnis. Et ils les ont donc décrits comme des boules lumineuses, des soleils nocturnes lumineux, des boucliers ronds dans le ciel, et des armes volantes. Ces phénomènes célestes ont continué à se produire au cours des siècles, dans le monde entier. Et des témoignages sont apparus de nombreuses personnes, qui ont été contactées par des êtres stellaires hautement évolués, et qui ont collaboré à la diffusion de la connaissance de ces êtres supérieurs venant d'étoiles lointaines. Ces chrononautes sidéraux arrivent sur notre planète par des portails dimensionnels, en empruntant des tunnels spatio-temporels intergalactiques, ce qui est impensable pour notre technologie de base actuelle. Car ce type de déplacement n'est possible que grâce à une ingénierie avancée, et à une grande connaissance de la physique quantique et consciente. Puisque comme nous l'avons vu, il a toujours existé des gens simples et communs, qui ont contacté ces êtres cosmiques, à qui ces voyageurs stellaires qui cherchent à aider l'être humain, ont montré leur vaisseau. Tout cela pour nous instruire, pour nous enseigner qu'il existe d'autres mondes habités, d'autres formes de vie plus évoluées, où les êtres vivent en paix et en harmonie, et où la vieillesse, les maladies et les guerres n'existent pas. Et ils le font avec un amour infini pour cette humanité, afin de nous conduire à l'éveil conscient et spirituel. Car ils connaissent les graves dangers qui nous guettent, les temps difficiles que nous vivons, asservis aux élites qui nous gouvernent sans compassion, et nous maintiennent dans la peur et l'ignorance de tout ce qui touche au cosmos, et à l'aide de ces êtres qui veillent sur l'humanité.